Donc aujourd'hui, c'est Michele Bolognesi qui est avec nous. Donc c'est un ancien doctorant de l'EDI2S qui a été diplômé en 2006 et qui est aujourd'hui enseignant-chercheur et responsable de spécialité doctorale à l'EDI2S. Je vais brièvement présenter du coup son parcours universitaire. Donc il a fait scolarité en Italie à l'université de Pavie, donc près de Milan. Il a fait un DEA à Nice où il a également fait sa première année de thèse qu'il a continué à Montpellier, à l'EDI2S. Il a soutenu sa thèse qui s'intitule Surface de Wedel et leurs espaces de modules en géométrie algébrique fin 2006. Et je vais maintenant donner la parole à Michele pour qu'il puisse parler de son parcours après la thèse. Voilà. OK. Bonjour à tous, bonsoir à tous et merci de m'avoir invité à faire la cobaye. Je voulais juste ajouter 2 mots aussi sur la thèse parce que je pense que c'est utile vu que vous y êtes au milieu. Donc, des fois, vous avez l'impression, et je vais ajouter juste brièvement mon parcours. Alors, donc, après la thèse, je suis resté dans les milieux académiques. J'ai fait 3 ans de postdoc, 2 à l'École normale supérieure des Pise en Italie et 1 à l'Université Humboldt de Berlin. Ensuite, j'ai été recruté en tant que maître de conférence à l'Université de Rennes 1. Et en 2015, oui, j'ai été recruté en tant que prof à Montpellier, voilà, ici. Et donc, alors, 2 mots sur la thèse. Des fois, moi aussi j'ai un cadre de thèse et j'ai l'impression que les doctorants, des fois, se sentent un peu perdus devant les difficultés, la complexité qu'on doit gérer pendant une thèse. Une thèse n'est jamais une ligne droite. Ça, c'est certain. Pour expérience personnelle, en tant que thésard et encadrant, une thèse n'est jamais une ligne droite parce que la recherche en soi n'est jamais une ligne droite. Savoir être capable d'accepter des échecs et d'apprendre de ces échecs, c'est la caractéristique la plus importante du chercheur. OK? Parce que vu qu'on cherche de la lumière un peu dans les brouillards, c'est normal de taper un peu la tête des fois. Et il faut il faut s'habituer. C'est normal, c'est intéressant sous certains points de vue. Et ça fait partie un peu de capacité à développer dans notre travail de chercheur. Moi, je vais vous parler du travail de chercheur. Évidemment, il y a des spécialités doctorales et certains d'entre vous ont peut-être des perspectives de travail différentes. Certains, peut-être, voudront, je ne sais pas, construire une entreprise ou quelque chose. Moi, je vous parle de mon expérience à moi et dans le milieu de la recherche. Donc, voilà, apprendre à accepter ces échecs, c'est une des qualités les plus importantes qu'il faut développer pour vivre sereinement dans le milieu de la recherche. Parce que l'échec, c'est le 98% de la recherche. Mais voilà, les restants 2%, ce qui nous pousse à continuer et qui fait en sorte que ce métier reste agréable. Voilà. Alors, la thèse n'est jamais un chemin tout droit. J'ai dû changer d'université pendant ma thèse parce que mon directeur de thèse a muté pendant ma thèse. À l'époque, ce n'était pas si facile de changer d'université. Maintenant, c'est plus facile, surtout pour des questions liées au service d'enseignement qu'on faisait. À l'époque, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, finalement, j'ai fait ma deuxième et troisième année de thèse ici, à Montpellier. Alors, là aussi, pendant la thèse, presque tous mes résultats sont arrivés dans les derniers 6 mois. Donc, effectivement, j'avais des inquiétudes vis-à-vis des résultats de ma thèse. Je posais des questions à mon directeur de thèse. Mais alors, à la fin, tout a bien marché dans les bons délais. Et j'avais des résultats raisonnables. Donc, qu'est-ce qu'il faut apprendre à cette expérience? Il faut avoir confiance dans les directeurs de thèse. Hein. Maintenant que je suis un directeur de thèse aussi, il faut comprendre, je sais que les directeurs de thèse, des fois, sont vraiment débordés
et ils sont très, très sollicités par plein de choses que vous ne connaissez même pas. Donc, des fois, ils peuvent sembler un peu absents, mais c'est parce qu'ils sont à fond dans d'autres choses que pas forcément très agréables pour eux non plus. Mais il faut avoir confiance. Il a plus ou moins toujours l'idée de où vous êtes et il sait ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Votre directeur de thèse, normalement, il est là. OK? Donc, un autre conseil pendant la thèse, c'est de discuter beaucoup avec les autres doctorants, pas forcément seulement ceux de votre labo, mais aussi les autres doctorants de votre discipline que vous pouvez rencontrer à des conférences. Hélas, pendant cette période, il n'y a pas énormément de conférences, mais que vous pouvez connaître pendant des cours, pendant des webinaires, n'importe où, et discuter, pas seulement du point de vue de la discipline, mais aussi du point de vue des efforts, de vos difficultés. Parce que tout le monde a plus ou moins les mêmes difficultés. Et donc, échanger aussi sur cela vous permet de relativiser un peu votre expérience et de voilà, comprendre qu'il y a des pas qu'il faut faire. Et ça demande un peu de travail, un peu de temps, mais finalement, tout le monde y passe. OK? Alors, ceci était par rapport à la thèse. En ce qui concerne les postdocs, là aussi, il y a des choses intéressantes à dire. Alors, par exemple, mon postdoc à l'ENS d'Épise, je l'ai eu avec, disons, la personne qui m'a embauché. Disons, il était en géométrie algébrique, qui est ma discipline, donc mathématiques pures. Mais disons, je pense que ça a été important, le fait que je l'avais déjà connu à une conférence. On avait discuté un peu. Il n'était pas vraiment adjacent, comme tout à fait à côté de mes intérêts. Tout en restant un géomètre algébriste, il avait des intérêts un peu différents. Mais il nous était arrivé de discuter un peu de maths en conférence. Et en réfléchissant, je pense que une partie de mon recrutement à l'époque comme postdoc à Pise était dû au fait que pendant ce dialogue informel qu'on avait eu, je ne me rappelle même plus ce qu'on avait parlé, mais c'était des maths en tout cas, il avait pu être bien impressionné par moi. Les raisons m'échappent toujours, mais j'ai l'impression que c'était comme ça. Donc, notre leçon importante à apprendre de cette situation est garder un bon réseau, OK? Avec les collègues, le plus large possible, dîner avec eux quand c'est possible, prenez des bières avec eux, discutez. Faites en sorte que les gens qui travaillent dans votre discipline, pas seulement en France, même à l'étranger, savent plus ou moins qui vous êtes. Okay? Parce qu'on ne sait pas quand ça pourra être nécessaire d'avoir des bons contacts. Donc, ouvrez-vous, parlez aux personnes, discutez, parlez aux personnes de ce que vous faites, du sujet de votre thèse. Bon, essayez d'être agréable. Voilà, ça peut être assez banal, assez trivial, tout ça, mais ça s'est révélé utile plusieurs fois dans ma carrière. Disons, avoir été une personne ouverte et, au dialogue et à l'échange avec les collègues, à la fois en maths et non, à l'échange humain, c'est quelque chose qui m'a aidé plusieurs fois, je trouve. OK. Alors, à Pise, j'ai changé un peu des sujets. Disons que cette personne qui m'a embauché à Pise, qui s'appelle Vistoli, était un expert d'un type de mathématiques plutôt avancé, très technique, et donc que je ne vais pas forcément toucher dans ma thèse. Donc, je me suis dit, en postdoc, mon niveau est un peu plus avancé. J'ai beaucoup de temps libre parce que je n'avais pas d'enseignement à l'époque. Donc, ça vaut la peine d'élargir un peu mon horizon technique.
Et donc, effectivement, cela s'est révélé une bonne idée. Je pense que si vous pouvez élargir vos horizons scientifiques pendant les postdocs, c'est une très bonne chose qui est aussi très bien évaluée au niveau des recrutements sur des postes permanents après les postdocs. Voilà. Des années de postdoc. Alors, obtenir le premier postdoc, c'est la chose la plus difficile parce qu'il faut se faire connaître un peu. Mais ensuite, les années de postdoc, du point de vue scientifique, sont probablement les plus beaux parce qu'on a beaucoup de liberté. Bien sûr, il y a un peu de pression pour avoir des postes permanents. Il y a beaucoup de liberté de voyager, d'explorer, de connaître qu'une fois qu'on a des postes permanents, même parce que les responsabilités vis-à-vis de la vie changent. Par exemple, il y en a certains qui ont une famille et donc les déplacements sont beaucoup plus limités. Mais en général, quand on est postdoc, on a vraiment beaucoup de liberté de se déplacer et de parler aux gens, de réfléchir du point de vue scientifique et mental. C'est une expérience très enrichissante. Et aussi partir un peu en postdoc à l'étranger. Je ne trouve pas que du point de vue scientifique soit indispensable, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est-à-dire ça vous permet d'ouvrir un peu votre perspective à la fois humainement que scientifiquement. Après, voilà, ce n'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout du monde. Alors, quand nous serons tous vaccinés, ce sera à nouveau facile de bouger en Europe, aller dans toutes les grandes villes d'Europe, on a 2-3 heures de voyage d'ici avec l'avion. Donc, voilà. Ça demande plus, ce n'est plus si aventureux comme, je ne sais pas, aux années 60. Alors, sur le postdoc, je pense qu'un conseil important que je vais vous donner, c'est de bien soigner les dossiers, OK? Parce que souvent, tu es encore jeune, les gens qui lisent ton dossier ne te connaissent pas, hein? Donc tu dois vraiment montrer le mieux de toi, expliquer bien ce que tu fais, parce que tu n'as pas toujours un spécialiste devant toi. Donc, si le lecteur de ton dossier n'est pas un spécialiste, il veut vraiment comprendre ce que tu fais. S'il ne comprend pas, il va mettre ton dossier de côté. Donc, ce n'est pas automatique que les gens voient la valeur de ton dossier. Ce n'est pas automatique. Il faut vraiment lui expliquer pourquoi ton dossier est important, pourquoi est intéressant ce que tu fais, et leur expliquer ce que tu fais. Parce qu'a priori, ils pourraient ne pas les comprendre. Il faut être simple. Un bon dossier, c'est un dossier simple à lire. OK? Ça, c'est souligné 3 fois. Un bon dossier simple à lire. Ensuite, quand on a un peu de matériel, faut commencer à exposer. Exposer permet vraiment de se présenter aux gens. Parce que si un jour, on veut prendre quelqu'un sur un poste permanent, surtout dans l'université. Après, bon, au CNRS, ce n'est pas forcément nécessaire d'enseigner, mais être un bon orateur, c'est important quand même. Mais si on cherche sur des postes d'enseignant-chercheur, les gens sont intéressés aussi à t'évaluer et te considérer comme orateur, comme quelqu'un qui sait expliquer les choses, qui un jour pourra prendre des doctorants. Si tu fais des très bonnes maths, mais tu n'es pas capable de les expliquer, tu n'es pas un investissement très fructueux. OK? Donc, les capacités de s'expliquer sont presque aussi importantes que les capacités scientifiques. Donc, c'est un aspect à soigner de façon très attentive. OK? Alors, et ensuite, oui, ce qui aide, et je disais déjà tout à l'heure, aller beaucoup aux conférences, aux séminaires, poser des questions, demander même des choses qui, dans un premier moment, ne semblent pas strictement connectées, corrélées à ton sujet de thèse. Parce que tout revient à un certain moment. Tout ce que tu trouves intéressant, un jour, va te revenir. J'ai plusieurs histoires par rapport à cela qui confirment ces points de vue.
Alors, ensuite, un jour, peut-être, on devient maître de conférence. OK. C'est une belle période aussi, la période que j'ai passée. Ça a été une belle période, la période que j'ai passée en tant que maître de conférence, parce que, oui, on a pas mal de charges d'enseignement, mais on n'est pas encore, on n'a pas encore énormément de responsabilités de services administratifs et logistiques. Et donc, on a le temps, disons que pour moi, c'était vraiment les moments de mon accomplissement scientifique. Je l'ai vu vraiment comme le passage à l'âge adulte du point de vue scientifique, où je, où je me suis trouvé satisfait parce que je faisais des choses que dans les niveaux, mais me semblaient vraiment bien. Voilà, j'étais content de ce que je faisais. Et ensuite, voilà, plus récemment, je suis devenu prof. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cela? Cela est arrivé un peu plus tôt de ce que je m'attendais. Comme dans toutes les choses de la vie, il y a un côté d'où à la chance. Et je pense qu'à l'époque, je n'ai eu un peu. Et en devenant prof, les responsabilités sont plus nombreuses. On prend des étudiants en thèse, ça c'est une responsabilité plutôt importante. On a des responsabilités administratives plus onéreuses. Mais voilà, comme ils disent les Anglais, it comes with the job. Si le job devient plus important, même du point de vue de salaire, c'est clair que les responsabilités et les tâches moins strictement scientifiques augmentent. Ceci dit, il y a aussi des tâches qui demandent un peu de travail, un peu de fatigue, comme par exemple la responsabilité de l'école doctorale que je porte cette année pour ma discipline, mais qui reste un travail intéressant, même s'il s'agit principalement de travail administratif. On voit vraiment la recherche qui font les gens et cela reste bien sûr, bien évidemment intéressant, même si c'est du boulot en plus par rapport à la recherche et l'enseignement et à les tâches de base que les enseignants-chercheurs font. Alors, disons que là, je vais bientôt terminer. Je vais sortir deux ou trois indications générales. Alors, la première indication est être curieux et prendre du plaisir en ce qu'on fait. Disons que trouver un travail dans les milieux de la recherche, ça dépend beaucoup des périodes et des pays. Par exemple, en France, dans les années 0 des années 2000, c'était plutôt facile. C'était peut-être un peu plus facile que maintenant. Ensuite, il y a une période où j'ai l'impression qu'en Angleterre et en Allemagne, on embauchait pas mal. Et dans ces toutes dernières années, je vois aussi qu'en Italie, il y a eu une vague de recrutement plutôt sympathique. Donc, si vous avez envie de faire une carrière assez rapide, s'imaginer prendre un travail même dans un pays à côté, c'est une bonne chose parce que souvent, les recrutements, surtout dans les universités, dans les établissements publics, suivent des vagues de départ à la retraite ou de choix politiques qui n'ont pas forcément des raisonnements scientifiques derrière. Donc, il faut un peu voir, faire un peu de la réelle politique, voir où à ce moment on recrute plus et peut-être suivre cela. Ceci dit, ça ne veut pas dire que dans les autres pays, c'est impossible d'être recruté. C'est juste si on veut avancer un peu plus vite. Okay? Puis, d'autres indications. Il y aura sans doute, comme je vous disais, des échecs. Il faut savoir les accepter, mais ça, c'est utile aussi en dehors de l'université.
il y a les cas, il y a l'aléa, la chance qui a son rôle, qui joue son rôle plusieurs fois. Et il ne faut pas se culpabiliser des fois si les choses ne vont pas. Okay? On est tous des êtres humains et on est sujet aux aléas de la chance. Donc, les choses peuvent aller bien, même si sans trop de mérite de notre part, et peuvent aller des fois mal, sans trop de fautes de notre part. Et une autre chose, si jamais un jour, disons, ce style de vie du chercheur ne vous plaît plus, peut-être garder en tête un possible plan B, de façon que vous ne devez pas y réfléchir à la dernière minute. Voilà. Normalement, c'est un passage dans l'industrie pour la plupart des dossiers scientifiques. Mais bon, il y en a certains qui préfèrent passer dans l'enseignement parce qu'ils ont des raisons différentes. Mais voilà. Enfin, c'est bien d'avoir un plan dans la vie, mais deux, c'est mieux parce que ça vous permet d'être prêt à prendre à faire les bons choix, quoi qu'il se passe. Et pour le reste, voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Et je suis prêt à répondre à vos questions. J'espère d'avoir été suffisamment clair. Merci beaucoup. Je tiens quand même à faire un petit résumé bref de ce parcours que tu as eu jusqu'à présent. Donc, comme tu disais, postdoc de 2007 à 2010, donc à Pise et Berlin. Tu as quand même aussi pas mal voyagé, ce que tu disais par rapport au fait que c'était enrichissant aussi humainement. Tu as été donc maître de conférence. Depuis 2015, tu es prof à l'UM. Et je tiens aussi à souligner que tu publies dans des journaux internationaux importants en mathématiques, etc. Et que tu es quand même conférencier aussi dans plusieurs pays étrangers, qu'on a la chance de t'avoir ici à l'ED en tant que responsable de spécialité mathématiques et modélisation. Voilà. Concernant les questions, alors, est-ce qu'il y a des questions? Je regarde le chat. Alors, on a une question de J. Baptiste. Alors, avez-vous passé l'agrégation de mathématiques afin d'être professeur? Alors, non. Alors, ici, il faut faire un peu expliquer un petit peu. Dans la plupart des disciplines, l'agrégation est nécessaire pour enseigner soit au lycée, soit à la fac en tant que professeur agrégé. Le professeur agrégé à la fac disons, a un rôle presque exclusivement d'enseignement parce qu'il a une charge d'enseignement très importante. Donc, effectivement, il enseigne à la fac, mais il ne fait que de l'enseignement. Alors, moi, je suis un professeur des universités, ce qui veut dire enseignant-chercheur. J'ai une charge d'enseignement plus petite qu'un professeur agrégé. Et il faut pas, ce n'est pas nécessaire l'agrégation. Ok, c'est plutôt nécessaire. Les choses qui ont été évaluées dans mon recrutement sont essentiellement mes publications, mes travaux scientifiques. Ceci dit, je sais qu'il existe une discipline, je pense le droit, où, alors, j'ai oublié une chose, pour devenir professeur, alors pour devenir maître de conférence, il faut avoir une thèse. Pour devenir professeur, il faut une habilitation à diriger les recherches. L'habilitation à diriger les recherches, c'est le plus haut diplôme qui peut être obtenu dans une université. Et c'est là où une commission établit que tu es prêt à prendre des doctorants. Quand tu es habilité, tu peux prendre des doctorants, des étudiants, tu peux diriger les recherches, justement. Je pense qu'en droit, il existe cette idée de l'agrégation pour devenir prof. C'est un peu une singularité. Je ne connais pas trop comment ça se passe, mais je sais qu'en droit, il y a cette double signification de l'agrégation. Mais dans toutes les disciplines scientifiques, l'agrégation est faite pour l'enseignement scolaire, disons, et la thèse et l'habilitation à diriger les recherches, c'est pour l'enseignement universitaire. Il y a d'autres questions.
Après, peut-être, Mickaël, puisque tu as un parcours international que tu as évoqué, tu pourrais nous dire quelques mots sur ce que tu penses des systèmes de recherche publique dans les différents pays que tu connais bien. Oui, Et oui, ton avis là-dessus. oui, oui, c'est une bonne question parce que ça change un peu d'un pays à l'autre. Alors, bon, en Italie, c'était très semblable à la France, disons jusqu'à il y a une dizaine d'années. C'était plus ou moins le même système. La seule différence, c'est qu'il y avait 3 étapes au lieu que 2, comme en France. Maintenant, il y a eu une réforme, donc la carrière débute avec des postes qui ne sont pas permanents, mais qui peuvent le devenir. C'est une espèce de système tenure. Disons, tout au début, cela semblait être un peu un pas à l'arrière par rapport aux possibilités de jeunes docteurs. La vérité, selon mon point de vue, est que toute réforme de l'université peut être efficace si elle est suffisamment financée. Donc, par exemple, il y a une dizaine d'années, ça ne marche pas parce qu'il y avait peu de financement. Maintenant, il y a plus de financement, aussi parce que, disons, les enseignants-chercheurs étaient en train de partir à la retraite et ils n'auraient plus eu de gens pour enseigner finalement. Et donc, ça fonctionne plutôt bien. Le seul problème avec ces postes tenure, c'est un problème très pratique des fois, c'est que si on est jeune et on veut acheter un appartement, des fois, les banques peuvent être un peu douteuses par rapport à une personne avec un poste tenure, même si la plupart des fois, le tenure est obtenu sans problème. OK. Donc, tenure veut dire qu'après, je ne sais pas, 3 ou 5 ans, on est évalué sur ce qu'on a fait pendant ces 3 ou 5 ans et les postes, disons, les postes temporaires, les postes précaires deviennent permanents. En Allemagne, disons, c'est dur, c'est très pyramidal, le fonctionnement des universités. Il y a peu de profs, et puis il y a une pyramide d'assistantes plus ou moins permanentes qui ont des postes qui, bon, des fois ça va, mais des fois ce n'est pas super génial. Donc pour les profs, c'est la belle vie plutôt en Allemagne. Ils ont leur secrétaire personnel, donc ils sont bien assistés. La qualité du travail est bonne pour les profs en Allemagne. J'ai envie de dire même un peu meilleure qu'en France, mais la sélection est rude. Et voilà, comme un peu partout, il faut rentrer un peu dans les systèmes. En Angleterre, ça change beaucoup de moments historiques. Disons, si on pense aux années 80, Margaret Thatcher avait massacré l'université en Angleterre parce que, pour des raisons politiques, et c'était vraiment un peu compliqué. En ce moment, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi 3 degrés de postes dans l'université. Lecturer, reader et professor. Et normalement, les Anglais, comme les étudiants payent beaucoup d'argent pour aller à l'université, sont très sensibles au service d'enseignement. Si vous candidatez sur des postes permanents en Angleterre, il faut vraiment beaucoup, beaucoup soigner la partie enseignement parce que les étudiants sont des clients. Ils paient 10 000 livres sterling chaque mois, voire plus s'ils viennent de l'étranger, à certaines universités. Donc, ils veulent que l'enseignement soit top. Et donc, pour être embauché, au-delà d'un profil recherche de très haut niveau, il faut vraiment montrer d'être capable de faire du bon enseignement. Voilà. Je connais moins bien l'Espagne, mais si vous voulez, je peux me renseigner. Aux États-Unis, aux États-Unis, c'est un système à tenure aussi. Et ça dépend beaucoup. C'est très variable aux États-Unis. Si on cherche un emploi dans les universités top, les salaires sont très bons et la sélection est abominable. Si on se contente de l'université en Port-de-Provence,
on est moins payé, mais aussi la sélection n'est pas vraiment si mauvaise. Enfin, c'est vraiment une question de choisir le type de vie qu'on veut faire. Il y a un peu de tout. Étant presque un continent, il y a vraiment un peu de tout. Alors, je peux commencer à répondre parce que OK, Pascal a répondu à quelqu'un qui demandait pour le diplôme. OK. Ensuite, s'il vous plaît, que pensez-vous de la recherche dans le secteur privé? Je réponds directement, Mylène? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je pense? Alors, je pense tout le bien possible de la recherche dans le secteur privé. Je pense qu'il faut de la recherche publique pour certains sujets, certaines disciplines de recherche de base qui ne peuvent et ne doivent pas être soumis aux logiques de profit de la recherche privée. Okay? Je vais te faire un exemple qui me concerne. Par exemple, il y a beaucoup d'algorithmes de cryptologie aujourd'hui qui se basent sur les courbes elliptiques, qui sont un sujet de géométrie algébrique qui a été développé il y a plus qu'un siècle par un type qui s'appelait Bernard Riemann. Et quand la théorie des courbes elliptiques et des fonctions θ sur ces courbes elliptiques a été développée, évidemment, c'était complètement recherche de base. Okay? Il n'y avait aucune application. Et maintenant, la plupart des transactions en ligne utilisent des comptages de points sur ces courbes elliptiques. Donc, les directions et les mouvements de la recherche et de la technologie sont extrêmement difficiles à prévoir. Donc, ce que aujourd'hui peut te sembler recherche de base, d'ici 10 ans, peut être un des trucs les plus appliqués que tu peux imaginer. Même pensant à l'analyse mathématique, quand un opérateur comme les Laplaciens a été conçu, personne ne pensait qu'il serait utilisé dans la plupart des modélisations de l'électromagnétisme, etc. Donc, il faut une conjugaison de la recherche publique et de la recherche privée. Je pense que c'est correct que des gens s'occupent de véhiculer la recherche dans la technologie, c'est ce qu'on fait dans le secteur privé, mais c'est aussi nécessaire qu'il y ait des gens qui restent un peu à la frontière de la recherche de base parce que ce n'est pas clair ce qui sera nécessaire d'ici 5 ans. Par exemple, les études sur les maladies des autres mammifères comme les chauves-souris avaient presque arrêté il y a quelques ans. Et vous voyez qu'au bout de, au bout de quelques ans, du coup, il redevient très important. Donc, la recherche doit se développer selon ses logiques et comment dire, et ses directions. Après c'est à nous de comprendre comment l'utiliser. Il y a d'autres questions? Tout à l'heure, j'ai vu une main se lever. Oui. Alors, je vais... Hop. Normalement, c'est tout bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, super. Bonjour, merci déjà pour votre présentation. Moi, j'avais une question avec votre profil international et le fait que vous étiez déplacé pendant votre thèse. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu votre directeur de thèse qui était dans une ville différente que la vôtre? Et si oui, comment vous avez réussi à soit maintenir ce lien et continuer à faire votre recherche? Et alors, aussi, comment suivre les cours? Elle est peut-être un peu longue, ma question, désolé. Oui, non, c'est bon.
Non, ça m'est jamais arrivé parce on a changé de ville au même moment, mais j'ai été un directeur de thèse qui était dans une ville différente que son étudiant. Et je connais pas mal, disons, je connais pas mal de monde qui s'est trouvé dans cette situation. Disons que alors, dans ces moments historiques, bon, c'est un peu comme si on était tous dans des villes différentes, mais avec les moyens qui existent en ce moment, je pense que vraiment, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Moi, je parle de ma discipline parce que là, j'ouvre Zoom sur mon iPad et je collabore avec tout le monde, avec le tableau de Zoom et il n'y a vraiment pas de soucis. Disons, c'est clair que du point de vue humain, ce n'est pas idéal. C'est plus sympa d'avoir un contact direct. Mais voilà, dès qu'on pourra recommencer à voyager, on peut se voir, je ne sais pas, physiquement une fois par mois et puis discuter chaque semaine avec Skype, Zoom, ce type de moyens. Moi, je parle pour ma discipline qui est plutôt abstraite et donc ça ne nécessite pas d'instruments d'utiles et de laboratoire. Après, j'imagine que dans d'autres disciplines, ça puisse être différent. Je trouve que pour un doctorant, c'est plus important la présence physique d'autres doctorants, plus ou moins dans des disciplines proches de lui, avec lesquels il puisse discuter, échanger, déjeuner, boire des bières, etc., plutôt que celle du directeur de thèse. Okay? Le directeur de thèse, oui, il est présent du point de vue scientifique. Mais dans la vie de tous les jours, oui, et surtout, pour une bonne thèse, il faut un bon séminaire, une bonne activité d'exposé, assister à des exposés, des séminaires, ça aide beaucoup dans le développement scientifique personnel. Oui. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, tout à fait. Merci pour votre réponse. D'accord. Et si je peux ajouter juste, disons que dans mon cas particulier, mon étudiant qui est resté à distance pendant une année, c'est dû à ma promotion à Montpellier. Il était à Rennes. Et en effet, quand je l'ai prise en thèse à Rennes, j'avais dans la tête le fait que j'aurais pu partir. Et donc, c'était une thèse en co-tutelle avec une autre personne de Rennes. De façon que, dans le cas où je serais parti, il y avait quand même quelqu'un à Rennes avec qui il pouvait continuer à parler s'il ne souhaitait pas partir tout de suite avec moi. OK? D'accord. Ryan, est-ce que tu peux allumer ton micro, s'il te plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Déjà, je vous remercie pour la première réponse parce que c'est moi qui avais posé pour celle du secteur privé. Je voulais vous demander plus d'un point de vue scientifique. Moi, je suis en thèse en informatique. Plus précisément, je viens du machine learning. En fait, je constate dans la littérature que parfois des articles ne sont pas forcément novateurs d'un point de vue théorique ou qu'il n'y a pas un véritable apport théorique, mais c'est un apport applicatif. Oui. Et en fait, dans une thèse, est-ce que forcément nos apports doivent être à un moment théorique ou on peut se contenter de l'applicatif? Je vous pose cette question parce que actuellement, j'essaie de voir ce que je peux apporter d'un point de vue théorique, mais je me dis que je vois que les gros journaux, par exemple Pattern Recognition ou encore dans les confs comme ICML, c'est beaucoup plus des papiers d'ordre applicatif. Oui. Par exemple, la mouvance sur le deep learning, c'est plus des architectures et pour moi, l'architecture n'est pas un apport théorique. C'est plus de l'ordre du trick. C'est bon? Oui. OK. Alors, oui. Donc, ça dépend beaucoup des disciplines, bien sûr. Donc, si tu veux, dans le deep learning, il faut quelque chose to learn. Donc, disons, c'est un peu dans la nature de la discipline que cela soit appliqué à quelque chose. Après, c'est difficile de tracer une ligne et dire de ces côtés, il y a les apports théoriques, de ces côtés, il y a les contributions plutôt appliquées.
Et si tu veux, c'est partie de la beauté de ces jeux. Je pense que dans les disciplines voilà, comme l'intelligence artificielle, etc., il y a une partie algorithmique hein, qu'on peut considérer appliquée selon ta distinction. Voilà. Dans un premier point de vue, on peut dire que c'est appliqué. Et je pense que ce qu'on s'attend des doctorants, c'est qu'ils arrivent à bien maîtriser cette partie algorithmique. Après, quand on maîtrise la partie computationnelle, qui est sûrement appliquée, on arrive à avoir une perspective suffisante pour pouvoir faire un pas à l'arrière et comprendre mieux comment améliorer cet aspect algorithmique de façon théorique. Je suis sûr que les deux aspects sont complémentaires. Et voilà, en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter si dans la thèse, on n'arrive pas à prouver un gros théorème de convergence d'algorithmes, etc. La thèse, c'est une introduction dans le monde de la recherche et le directeur de thèse, c'est lui qui va t'indiquer comment entrer dans le monde de la recherche. Après, quand tu marches sur tes jambes, c'est toi un peu l'acteur de ta carrière. Donc, ce sera toi à évaluer ce qui te semble plus important, plus adapté à tes aspirations. L'avantage de la recherche dans le secteur public, mais aussi dans certaines entreprises dans le secteur privé, peut-être un petit peu moins, mais dans certaines entreprises, oui, c'est qu'on a une liberté de développer nos projets plutôt importante. Okay? Si on souhaite essayer un certain chemin pour notre recherche, on peut le faire. C'est sûr qu'il y a ce qu'on appelle les risques de high gain, high risk. Il y a certaines recherches qui sont difficiles, qui peuvent amener à rien. Ça, c'est vrai dans tous les sujets de la recherche. Mais voilà, c'est à toi de juger. Chacun fait ses choix et on prend les conséquences. Donc, c'est vrai en général dans le monde du travail. Mais par rapport à d'autres professions, dans le monde de la recherche, on a beaucoup plus de liberté. Ça, c'est indubitable. Sur ça, je suis totalement d'accord avec vous, mais c'était plus dans le sens où, quand on finit une thèse, est-ce qu'on s'attend à ce qu'on présente des travaux, comme moi qui viens de l'informatique et du machine learning, est-ce qu'on s'attend plus à des travaux qui apportent un petit apport théorique? Juste, Mickaël, si tu permets, là aussi, effectivement, c'est ce que tu avais dit, Mickaël, dans sa première partie de réponse, ça dépend énormément du domaine. Oui. Donc, je vais parler de ton domaine, l'informatique. Il est clair qu'en informatique, il y a des gens qui font de l'informatique théorique et puis il y a des gens qui font de l'informatique appliquée. Il n'y a rien de plus noble chez l'un que chez l'autre. C'est deux disciplines quasiment différentes. Donc, les gens qui font de la recherche appliquée, ils vont, par rapport à ce que disait Mickaël tout à l'heure, ils vont travailler sur des choses qui ont parfois été proposées 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans plus tôt. Et ils vont assembler des solutions théoriques proposées par des gens qui ne les ont pas appliquées pour montrer que ça peut avoir un intérêt. Donc, dans ton cas, je ne sais pas sur quoi tu travailles, mais tu es dans le nouveau laboratoire, là, LGI2P. Je suis dans l'Euromove DHM. Voilà. Donc, là, ils ont besoin de deep learning ou de machine learning pour améliorer leur connaissance du corps humain ou ce genre de choses. Donc, il faut utiliser toutes les connaissances en informatique pour faire de l'informatique appliquée. Et tu peux très bien faire une très bonne thèse dans ce domaine-là,
sur application du machine learning à la connaissance du mouvement humain ou autre. Sachant qu'aujourd'hui, application de l'IA, il y en a dans tous les domaines. Donc, peut-être vous en entendrez parler, mais il y a un appel d'offres qui est lancé au niveau de l'université avec pour 6 thèses dans le domaine de l'IA appliquée. Il y a des juristes qui vont répondre. Il y a des gens de MoMA, Montpellier Management, des économistes. Il y a bien sûr des informaticiens qui, eux, vont être peut-être un peu plus en amont. Mais les biologistes s'intéressent au machine learning. On connaît la bioinformatique. Je pense qu'il y a un grand centre de bioinformatique à Montpellier. Oui. Donc voilà, ça dépend du domaine. Dans ton domaine, on peut tout trouver, mais il ne faut pas faire de complexe. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu appliques des choses que tu ne mériteras pas ton doctorat. Et il faut savoir que le doctorat, ça peut être d'assembler des solutions théoriques précédentes pour en faire une application qui présentera de l'innovation. Là, on parle plutôt d'innovation que d'apport théorique. Je sais pas si tu as répondu. Oui. Je vous comprends, monsieur. C'est plus que je suis dans le cas inverse, c'est-à-dire que j'essaie de voir quelque chose en plus dans le théorique, mais que je me dis que ce serait peut-être sympa de prendre des algos existants et de les appliquer dans un autre contexte. Tout à fait. Oui, mais là où il y a des grosses complexités de données, dans tous les sujets où il y a des grandes complexités de données, notamment dans le cas de la biologie, ton apport peut être essentiel. Et je veux dire, au-delà de ta thèse, voilà, ton chemin professionnel peut prendre la voie que tu choisis. Comme disait Pascal, ce n'est pas le cas disons, de se faire des complexes, mais ce n'est pas le mot correct, sûrement. Mais affronter la thèse avec une liberté d'esprit qui va te permettre de suivre ce qui te convient le plus à fur et à mesure. Tu vas rencontrer des choses et tu vas te trouver dans des situations où il y a des choses qui vont t'inspirer plus tu vas te plaire plus que d'autres et tu suivras ton chemin. Mais voilà, il va sûrement y avoir des occasions où tu pourras satisfaire, disons, ta soif d'abstraction. J'en suis certain. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, monsieur Noé. Je veux ajouter juste un détail sur ça, parce qu'en fait, on parlait des recherches appliquées. Voilà, une thèse ouvre plusieurs portes qui ne sont pas forcément celles pour lesquelles on a commencé à faire ces thèses, ces sujets-là. Parce que j'ai pas mal d'anciens collègues qui ont fait de la géométrie algébrique, qui maintenant travaillent qui chez Google à Zurich, qui dans une banque, qui dans une société de pétrole. Donc, quand on a une perspective scientifique élevée comme celle de ceux qui sortent des docteurs de recherche, après, des opportunités se trouvent plutôt facilement. Okay? Donc, même des thèses qui ont une vocation plutôt à la recherche des bases peuvent déboucher sur de travail dans les milieux industriels plutôt appliqués comme ce que je vous ai mentionné. Voilà, donc les vies des personnes sont des chemins plutôt tordus, donc, mais disons, une thèse dans les milieux scientifiques reste quand même une sécurité du point de vue de la recherche d'un travail plutôt intéressant dans un milieu scientifique industriel. Voilà. Tout à fait, Mickaël. Et je pense que le choix que vous avez fait de faire un doctorat vous permettra, plus que vos collègues qui se sont arrêtés au niveau ingénieur ou master 2, de pouvoir choisir votre voie. Alors, peut-être pas de suite après la thèse, peut-être pas dans les 2-3 ans qui vont suivre, mais vous verrez beaucoup plus d'opportunités de changer de voie et de changer de job par rapport à ce que vous auriez pu faire si vous n'aviez pas fait de thèse.
Donc, la thèse ouvre les portes. Voilà. Donc, un grand merci à Mickaël, merci à l'auditoire et puis à bientôt pour l'épisode 2 que nous organisera Mylène très bientôt. Absolument. Puis à ce sujet, si vous avez voilà, des retours, des suggestions, etc., nous, on est bien sûr ouverts à tout ça, donc n'hésitez pas. Et voilà, donc on vous dit à bientôt. Passez une bonne soirée. Merci Mylène. Au revoir.